C'était le 24 février 2022. Vladimir Poutine donnait à 6 heures du matin l'ordre d'invasion de l'Ukraine. Très vite, ce que le président russe nommait une opération spéciale allait s'éterniser. Un an après, le conflit perdure et s'est internationalisé. Alors quelle première leçon en tirer? Quelle force et quelle faiblesse stratégique? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous regardez et écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel, et je vous propose une série en 3 épisodes sur la guerre en Ukraine. Voilà un an que cette guerre a débuté, et pour en parler, pour en dresser le bilan, je reçois 2 invités. Bonjour Nizar Derdabi. Bonjour. Vous êtes analyste en stratégie internationale, défense et sécurité, ancien officier de la gendarmerie royale et enseignant à l'école de guerre économique. Merci de votre présence. C'est un plaisir d'être avec vous sur le plateau. Amin Ater également avec nous. Bonjour Amin. Bonjour. Rédacteur en chef de Tel Quel et auteur d'un article qui sort cette semaine sur les 1 an du conflit en Ukraine dans le numéro 1032 disponible en kiosque et sur telquel.ma. Messieurs, ça fait donc 1 an que le conflit a débuté. Personne n'imaginait que ce conflit allait prendre forme et pourtant, depuis 1 an, la guerre a fait plus de 300 000 morts dans les 2 rangs côté militaire, 30 000 à 40 000 morts côté civil. S'il y avait une seule image que vous retenez, Nizar Derdabi, ça serait laquelle? Alors pour moi, ça serait plutôt l'image de l'explosion du gazoduc Nord Stream ou bien de l'explosion d'une voiture piégée sur le pont de la Crimée et qui reflète pour moi le passage à une autre sorte de guerre, ce qu'on appelle la guerre hybride. Donc il y a la guerre cinétique, la guerre conventionnelle, mais on a de plus en plus recours à cette guerre hybride qui vise les infrastructures stratégiques de l'ennemi, qui passe aussi par le champ informationnel à travers la désinformation ou bien par l'usage de cyberattaques qui va accompagner de plus en plus les guerres conventionnelles, je pense, dans les conflits futurs. Amin Ater, ça serait quelle image que vous retiendrez de cette guerre pour l'instant? Pour moi, ça c'est vraiment l'image de tout début de guerre, des convois russes qui se dirigeaient vers Kiev comme à la parade, sans aucune défense ni rien, et les têtes de convoi qui étaient complètement déchiquetées, et après les images du grand convoi sur 60 kilomètres à l'arrêt, à la merci des coups de main des éléments ukrainiens. Pour moi, c'était vraiment inattendu, surprenant, et voir une telle machine de guerre qui était crainte et redoutée. Il y a eu un tel build-up dessus depuis l'intervention russe en Syrie en 2014, que pour moi, ça reste vraiment l'image qui m'a frappé. C'est toujours cette image en tête. C'était la grande surprise, et à l'époque, Moscou pensait pouvoir réussir son opération spéciale en quelques heures, en quelques jours. Finalement, il y a eu plusieurs étapes dans ce conflit. Combien d'étapes au total, Nizar Derdabi, si on devait faire un décompte entre guillemets simpliste, un décompte généraliste? Alors, les observateurs, les analystes citent, on va dire, 4 grandes étapes. 4. La première, c'est la première invasion, la première offensive sur 4 fronts. Tout d'abord, le front nord, les forces russes qui sont passées par la Biélorussie, qui ont ciblé la capitale Kiev. Le front ouest russe, donc à partir de l'ouest de la Russie vers Kharkiv. Le 3e front un peu plus au sud, en direction de l'est du Donbass, les principales villes, Mariupol et Donetsk. Et enfin, le dernier front à partir de la Crimée, qui a visé le prolongement de la façade côtière sud de l'Ukraine. Qu'est-ce qui vous a surpris tous les deux, militairement, à ce jour, durant ces 12 mois de conflit, Amin? Moi, c'est l'adaptabilité de l'armée ukrainienne, le travail de fond qui a été fait depuis la première phase du conflit en 2014, durant la guerre du Donbass. C'est une autre armée, ça vraiment, c'est comme si on avait pris entièrement une armée, on avait reposé une autre. On a remarqué un changement total de la chaîne de commandement, une flexibilité, beaucoup de prise d'initiative et une pugnacité au moment de tenir leur position, que même les services de renseignement russes sont clairement soit pas du tout remarqués ou bien ont sous-estimé. Et un travail de fond des formateurs américains, britanniques, français, etc. de l'OTAN qui a été fait depuis toujours cette première phase du conflit en 2014. Oui. C'est pour moi, c'est vraiment très
ça reste pour moi de l'armée ukrainienne. C'était très surprenant. Jusqu'à ce jour, on en apprend toujours. On voit toujours de grosses avancées avec très peu. C'est très do it by yourself. On refistole. Il n'y a pas eu une grosse montée en gamme technologique de l'armée ukrainienne. On fait beaucoup avec de l'ancien matériel soviétique. On fait beaucoup avec de l'ancien matériel européen ou américain. Mais ils arrivent à l'utiliser au maximum et à faire beaucoup de dégâts avec. Nizar Dardabi. Alors pour moi, c'est plutôt l'apport du renseignement comme appui, comme soutien aux opérations militaires. Donc on l'a vu dès les premiers jours, il y avait eu d'abord une évaluation des forces ukrainiennes de la part de l'état-major russe, qui pensait, d'après leur propre analyse, que l'Ukraine allait plier dans un délai de 1 à 2 semaines. Alors, l'apport du renseignement, d'ailleurs, qui est considéré comme un des axes stratégiques dans la stratégie militaire, c'est un des piliers de la stratégie militaire. Ça a permis à l'Ukraine, grâce au soutien américain, pourquoi ? Parce que les Américains sont en dehors du conflit, ont un certain recul, une certaine hauteur, et ils ont beaucoup de vecteurs de renseignement, les satellites, le renseignement humain, etc. Donc ça a énormément apporté d'aide aux opérations ukrainiennes. Donc toutes les opérations ukrainiennes sont planifiées au niveau du Pentagone, parce qu'ils ont, comme je vous l'ai dit, beaucoup de vecteurs pour avoir du renseignement, et surtout, ils ne sont pas à l'intérieur du conflit, et ils ne sont pas impactés par ce qu'on appelle le brouillard de la guerre. Le brouillard de la guerre, qu'est-ce que c'est ? C'est la gestion du flux d'informations énormes qui remontent du terrain, avec le stress, avec l'implication, avec dans le champ de bataille des chefs militaires qui périssent, et on a cette perte de relais, alors que les Américains ont toute cette latitude, ont toute cette lucidité pour pouvoir tout d'abord capter le renseignement, l'analyser, et à partir de là, prendre les bonnes décisions et orienter l'armée ukrainienne. Aminater, quelle est la plus grosse erreur stratégique, selon vous, réalisée par l'Ukraine durant ces 12 mois ? Pour le moment, je ne vois pas vraiment d'erreur au niveau stratégique. C'est quoi, c'est un sans faute ? C'est pas un sans faute. On peut critiquer telle ou telle action, mais le mot d'ordre est tenir jusqu'au bout. Ils arrivent à le faire. Ils ont réussi une belle contre-offensive dans le printemps dernier en repoussant les forces russes de l'autre côté du Dniepr. Pour le moment, on peut dire que avec face à la puissance qu'ils ont en face, ils ont quand même réussi à tenir bon, à casser les reins de la première offensive dont parlait tout à l'heure Nizar, et celle qui ciblait Kiev. Ils ont fait beaucoup de mal aux unités les plus professionnelles de l'armée russe, surtout lors de la première phase du conflit. Donc on parle des forces aéroportées, de l'infanterie de marine, de la flotte du Pacifique. C'est vraiment la colonne vertébrale de l'armée russe qui a été cassée c'est le côté professionnel et qui était la vitrine de l'armée russe. C'est celle qu'on a vue à la manœuvre en Syrie notamment. Pour moi, il serait juste, s'il y avait une erreur stratégique, elle serait plus politique que militaire. C'est au tout début de la guerre quand Zelensky espérait une intervention sur le terrain, oui, une entrée en guerre sur le terrain d'autres alliés avec lui. Mais sinon, au niveau stratégique, pour le moment, tant que l'Ukraine tient, qu'ils arrivent à circoncire le conflit au niveau du Donbass, où c'était déjà la guerre, il faut le rappeler, c'était déjà la guerre avant. Bien sûr. C'est un sans faute. Sans faute donc du côté ukrainien, c'est pas le cas du côté russe, Lisa. Alors, bien sûr, tous les analystes en parlent. Il y a eu beaucoup d'erreurs au niveau stratégique. J'ai parlé tout à l'heure du renseignement. Oui. Je vais ajouter une deuxième, pour moi, erreur stratégique importante dans la définition des objectifs stratégiques à atteindre. La Russie a d'emblée visé une invasion au niveau de 4 fronts, et ils pensaient, d'après leur évaluation, avoir les moyens nécessaires pour complètement, au moins, annexer la moitié du territoire ukrainien. Et ils ont oublié une des fonctions stratégiques, plutôt un des principes stratégiques du général Forch, qui est la concentration des efforts. Donc à mon avis, puisque maintenant ils ont redéployé toutes leurs troupes vers le Donbass, si au début de l'offensive, toutes les troupes avaient été concentrées la force sur le Donbass, je pense qu'ils n'auraient pas eu les pertes qu'ils ont connues. Tout d'abord, les revers, la contre-offensive,
qui est déjà néfaste sur un plan, on va dire, humain, beaucoup de pertes humaines, beaucoup de pertes matérielles, mais aussi en termes d'image. Parce que la Russie, depuis la Deuxième Guerre mondiale, a enregistré la première grande défaite qui va rester quand même dans les annales et qui va être attribuée à Poutine et à son choix, enfin ses décisions stratégiques. Messieurs, quand on regarde les images de ce conflit, on voit des chars, on voit des hommes sur le terrain, on a l'impression de voir une guerre du siècle passé, du XXe siècle. Or, Aminater, faut me corriger, mais il y a aussi cette cyberguerre et cette guerre robotique, non, en parallèle. Oui, il y a surtout une technoguérilla. Et comme Nézar l'a bien résumé tout à l'heure, c'est une guerre hybride. Donc on voit l'utilisation ou bien la surutilisation de moyens techniques avec des moyens du bord. On voit beaucoup d'open source intelligence, l'OSINT. Donc c'est au moment où on va utiliser des technologies civiles pour espionner entre guillemets les déplacements des troupes russes. Donc ça veut dire que tous les civils qui sont dans des zones occupées ou bien des mouvements de troupes russes se pressent dans des applications conçues par l'État ukrainien et facilitées par le réseau Starlink d'Elon Musk, qu'on appelle un réseau de satellites, un réseau qui permet de donner, de fournir Internet via le satellite. Ça a été vraiment un game changer, Starlink, parce que une des premières choses qu'on fait, et ça ils ont respecté vraiment le texte d'attaque, les premières choses qu'ont fait les Russes, c'est casser le réseau de transmission ukrainien. Mais en même temps, ils se sont rendus aveugles parce que leur propre réseau crypté utilisait de la 4G et avait besoin de 4G. Les Ukrainiens, en déployant rapidement Starlink, ont réussi à remettre en place leur réseau de télécommunications, à y intégrer les civils qui fournissent énormément de coordonnées, d'informations sur les mouvements de troupes russes, et aussi beaucoup de désinformation ciblée. Il y a eu l'utilisation Tinder, par exemple, pour cibler les soldats russes et compagnie. On a vu la dernière frappe d'il y a quelques mois sur... Attendez, stop. Là, parce que c'est assez anecdotique. Mais... Racontez-nous l'utilisation de Tinder dans un conflit de guerre. On allait chercher des soldats, on leur tendait des pièges. Ça permettait de repérer les concentrations de troupes, en fait, tout simplement. Donc quand il y a beaucoup de profils Tinder qui pop d'un coup sur certaines zones avec des noms russes, parfois en uniforme, pas carrément sur leur photo de profil. Donc ça, c'est de fil en aiguille, c'est une position de tir offerte à l'artillerie ukrainienne. Et je vais rebondir, c'est ce qui a permis l'attaque la plus dévastatrice sur les troupes russes. C'était une attaque de missiles ukrainienne qui a touché en fait une caserne militaire. On parle de peut-être une centaine de soldats qui ont été tués grâce notamment à ces applications. Ces applications-là. Vous, il y a quelque chose qui vous a marqué en particulier, cet aspect cyberattaque ou guerre hybride? Exactement. Pourquoi? Parce que la cyberguerre, c'est ce qui est de plus en plus utilisé par les forces actuellement, que ce soit dans un conflit ouvert ou même dans un conflit qui n'est pas déclaré. La cyberguerre, par exemple, aujourd'hui, l'Iran et l'Israël sont dans une cyberguerre permanente. Pourquoi? Parce que le champ du cyber permet de porter des attaques à l'ennemi sur ses capacités, sur ses sites et infrastructures stratégiques sans qu'on puisse déterminer l'origine de l'attaque. Alors les services spécialisés savent qui est à l'origine de l'attaque, mais ça permet de toucher l'ennemi sans entrer dans un conflit ouvert, conventionnel. Donc il y a de plus en plus recours à la cyberguerre, mais également à tout ce qui est interception. Donc, Amin en a parlé tout à l'heure, c'est l'interception de communication entre les troupes sur le terrain et leur hiérarchie, mais c'est également l'autre côté de la guerre que l'on voit maintenant de plus en plus utilisée, c'est la guerre électronique. C'est essayer de porter un coup à cette capacité des transmissions des unités adverses à travers des brouillages de fréquences, attaquer les radars ennemis, et c'est un point déterminant et décisif dans les guerres actuelles et dans les guerres du futur. Et j'aimerais ajouter un point sur la technoguérilla. Ce n'est pas simplement l'utilisation des moyens cybernétiques, c'est aussi de jouer avec les moyens qu'ils ont, avec un petit input de technologie. Ça veut dire, par exemple, mettre en place des petites unités avec essentiellement armées de lance-roquettes, de tout ce qui est anti-char et anti-éléments blindés, avec une grande rapidité, et on revient au réseau Starlink, ils reçoivent des coordonnées précis
de gens qui leur indiquent des mouvements de troupes, ça leur permet un harcèlement constant. Ça a été surtout le cas lors de la première phase de la guerre sur l'offensive de Kiev. Ça leur a permis d'harceler constamment les lignes d'approvisionnement et de renforcement des colonnes russes. Donc, et c'est très intéressant parce qu'ils ont ils ont repris un ancien, j'en parle dans l'article qui va paraître prochainement sur Telquel et Telquel.ma. Ils ont ressorti un ancien essai militaire français, l'essai sur la non-bataille, qui était justement conçu pour stopper une invasion soviétique durant la guerre froide. 1 an de conflit entre la guerre et la Russie. Est-ce un conflit qui peut durer? C'est ce qu'on va voir dans le 2e épisode du Scan avec Aminater et Nizar Derdabi.